Togo Info, le Togo à votre portée. Office religieux, panel sur la place de la jeunesse dans les actions du chef de l'État. On oublié le premier anniversaire du nouveau mandat de Fogna Singbe. Quel bilan peut-on tracer de cette première année du nouveau mandat de Fogna Singbe? Nous allons en parler dans cette émission. Riposte contre la Covid-19. L'UEMOA harmonise le coût du test à 25 000 francs CFA dans ces 8 pays à partir de ce mois de mai. Les spécialistes sur Pyramide FM, bonsoir et bienvenue. Au cœur de Lomé, une grande radio. Pyramide FM. Pyramide FM. Jacques Takouti, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs, auditrices de Pyramide FM. Vous avez passé un bon week-end? Oui, ça va. Le week-end, nous étions à la maison. Et après, on a rendu visite à des amis et à des malades. Dieu merci que ce week-end, nous n'avons pas eu un enterrement. Les choses se sont bien passées. Et j'espère que Dieu aidant dans les jours à venir seront comme les autres jours. Mais ce week-end, nous avons encore un enterrement. On a perdu un pasteur qu'on va enterrer le samedi prochain, et l'enterrement également du confrère Elisha Messan, c'est également ce samedi. Et il faut reconnaître que hier dimanche, nous étions en fête au niveau de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. C'était la journée des femmes. C'était magnifique. Les femmes de chaque paroisse, elles ont démontré ce qu'elles savent faire, et c'était vraiment une journée très mémorable d'assister à certaines séquences de louanges, d'adoration et de la prédication des femmes, et surtout les dons que les femmes ont eu à donner à chaque paroisse pour l'avancement de l'œuvre ici-bas. Donc félicitations aux femmes des Assemblées de Dieu hier qui ont commémoré leur journée, et dire un grand merci également au bureau national et au bureau surtout du Golfe Ouest. C'est dans cette région-là que je suis. Elles nous ont émerveillés sur presque tous les plans par rapport à la manifestation. Jacques Jakouti, journaliste et analyste politique, et voilà son week-end bien meublé. Vous venez d'avoir une idée là-dessus. D'autres sont également là. On va voir si c'est la même chose ou carrément autre chose. Il y a aucun bonsoir. Oui, bonsoir Honoré. Salut au président. Salut à Didier qui vient d'arriver. Je vous salue. Et aussi, mes saluts vont également à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent avec plaisir. C'est un honneur de partager ce petit instant de plaisir avec vous. Je vous embrasse et on est ensemble. De quoi a été fait votre week-end? Mais j'ai tenu à dire adieu à Gérard de Douakoumé. Vous savez, c'est un acteur politique qui a rendu l'âme le 23 avril et inhumé donc ce samedi. Donc déjà vendredi soir, j'ai assisté à sa veillée, et samedi, j'ai tenu à être présent derrière le fourgon funéraire et poursuivre au fait l'enterrement au cimetière à Goé-Kilissou. L'émotion était grande. Gérard Koumé a fait beaucoup, je l'ai vu. J'ai eu également à traiter beaucoup de ces articles, même malade. Il n'a jamais cessé de m'envoyer des textos, on a toujours échangé. Pour réussir, moi, je suis devenu son ami, son confident. Il me disait presque sa vie, on causait. Le 19, on a échangé. Et puis le 23, la nouvelle est tombée de son décès. Voilà, c'était quand même très triste. Sa mère est vivante et il n'a pas laissé de progéniture. Sa veuve aussi était inconsolable. Et ça fait triste quand même, avec le mouvement La Patrie d'abord, mouvement pour lequel il avait des projets et se battait pour asseoir quand même une place dans la cité. Mais malheureusement, le soir a décidé autrement, il s'en est allé depuis le 23. Voilà. Personnellement. Gérard Akoumen, c'est un acteur politique. Oui, tout à fait. Et puis il a également
milité. Il a fait la prison aussi. Il a été emprisonné par 2 ou 3 reprises. Il a les séquelles de torture. Il m'a souvent dit comment il a été arrêté en 2005 après les élections. Il a été donc soumis à une torture atroce et tout ça. Il a quand même surmonté. Il a repris et malheureusement, 15 ans après, il s'en est allé. Yaoukloussé, je rappelle que vous êtes le directeur du site africanligne.com. Notre invité en studio, vous l'avez déjà su à travers la présentation de Yaoukloussé tout à l'heure. C'est Didier Assoba. Didier, bonsoir et bienvenue. Salut Honoré, bonsoir au président, bonsoir à Yao, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent d'un peu partout à travers le monde. Bonsoir. Une partie à l'église et l'autre à la rédaction, c'est ça, le week-end? Ou carrément on a déserté la rédaction? Nous, le samedi, j'étais à la rédaction jusqu'à 20h, 21h. Vous savez, la presse en ligne demande beaucoup d'investissement personnel, une présence, on va dire, continue au poste. Donc j'étais resté au bureau le samedi jusqu'à 21h pratiquement avant de rentrer. Et le dimanche, oui, naturellement, une bonne partie, enfin une demi-journée à l'église et puis le reste pour récupérer un peu à la maison. Voilà à peu près mon week-end. Plus soft. Oui, soft cette fois. Sinon l'autre week-end était véritablement très chargé. Il y avait un décès dans la famille. J'étais carrément au village pour des funérailles. Et donc vous savez quand on se rend de la voix maintenant bien faite. Non. Une partie. Non, rien. C'est pour ça que des fois quand j'entends Yao Kloussé se plaindre pour la voix de Segbé, je me dis, enfin, d'abord si je ne comprends pas pourquoi on pourrait laisser la route de Segbé dans cet état-là, parce que c'est une route quand même économique. Enfin, ça donne sur une douane importante qui rapporte énormément d'argent au pays. Je ne sais pas pourquoi on pourrait laisser cette voie-là de cette façon. Autant je me plains également, et j'ai l'habitude de le dire quelquefois, je ne comprends pas pourquoi on pourrait laisser la route qui mène à Kouvé dans cet état-là. C'est-à-dire que vous arrivez, vous prenez le goudron de Lomé jusqu'à Arrêté. C'est très bien. C'est très bien, tout est normal. Et puis, vous tombez dans le calvaire de 5 km pour rentrer à Kouvé. Mais Abouebo, il a fait quoi là? Non, c'est la question que se pose. Kouvé au moins a donné des ministres, un premier ministre, des députés, tant au parti au pouvoir que, on va dire, à tout le Togo, finalement. Et donc, l'époque où Agbebo a été Premier ministre, vous imaginez de quoi il s'agissait. C'était un Premier ministre issu d'un accord politique qu'on a dénommé global. Et donc, il devrait juste travailler à organiser les élections, c'est ça? Les élections, il a fait 1 an. À l'époque, on ne faisait pas de route. Même à Lomé, il n'y avait pas de route. À Lomé en 2006-2007. Et donc les routes ont commencé à être réflexionnées et construites à partir de 2009-2010 surtout. Et donc on avait cru à la pré-campagne, à des arguments de campagne à l'époque, mais on a vu que cette politique-là de construction des routes et de réhabilitation des routes a été continuée jusqu'à ce jour. Et donc pour couver sur 5 km, je ne sais pas ce qui pourrait expliquer. Je ne veux pas dire une mauvaise forme du cynisme, mais même pas une simple piste rurale pour aller. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous le décrire, vous imaginez de quoi cela pourrait être. Sur les 5 km là, c'est un calvaire. Vous pouvez mettre plus de 30 minutes pour parcourir cette distance-là, alors que c'est rien du tout. Si on veut, on a la volonté de véritablement, rétablir ou honorer au moins les militants d'UNIR et les cadres UNIR, tous ceux qui sont cadres UNIR, qui servent la République et qui servent également le parti au pouvoir. Si c'est sur cette base-là, on devrait construire cette route. Je pense qu'il y en a tellement à couver aujourd'hui qui servent les intérêts du parti au pouvoir et que même si c'est une simple piste aujourd'hui rurale, il faut mettre sur cette distance-là. Sinon, Kouvé mérite normalement un goudron sur les 5 km. C'est ça aussi l'actualité un peu partout. Les voies, il faut les bitumer. Il faut aussi les arranger par endroits. Bon, Yako m'a dit.
Oui, Yako, naturellement. Et des fois, vous demandez sur quelle base on fait un certain nombre de réalisations. Dans les discours, on dit on veut délocaliser, on veut réduire les disparités entre les préfectures et entre les régions. Mais vous demandez, Kouvé quand même, c'est au moins, Kouvé quand même, c'est dans la préfecture de Yoto. La préfecture de Yoto, c'est en plus Kouvé, c'est dans la commune Yoto 1. Et donc, commune Yoto 1, c'est pas moins de 2 ou 3 industries, Wassem, Fortia, Pepabag et tout ce que vous connaissez dans la zone. Mais et laisser cette route-là, ça ne s'explique pas. Peut-être que dans ce nouveau mandat de Fogna Simbé, tout cela va être réalisé. On a déjà commencé par dresser le bilan. Ça fait 1 an. Le 3 mai 2020, Fogna Simbé avait prêté serment pour son nouveau mandat de 5 ans. Et à l'occasion de ce premier anniversaire, on a vu l'organisation des affaires religieuses, on a vu des panels qui sont organisés, notamment pour parler de la place de la jeunesse dans les actions du chef de l'État. Jacques Takouti, en 1 an du nouveau mandat, qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, il faut reconnaître que en 1 an du 4e mandat de M. Fogna Simbé, il faut reconnaître que il n'y a pas grand-chose à dire parce que vous savez, le monde entier traverse une crise actuellement, parlant du Covid-19, et vous savez qu'il est difficile de dresser un bilan par rapport à 1 an, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le président Fogna Simbé a su mettre sur pied un comité technique qui sera chargé de gérer effectivement cette crise en proposant effectivement des stratégies pour endiguer effectivement ce mal que le monde est en train de traverser. Hormis effectivement la crise sanitaire auquel le pays fait face aujourd'hui, il faut reconnaître également que aujourd'hui il faut reconnaître que dans le pays il y a quand même la camie politique. On ne peut plus parler aujourd'hui des réformes parce que les réformes ont été faites. Aujourd'hui, on parle maintenant du mandat social. Aujourd'hui, il faut se consacrer maintenant du social par rapport à ce quinquennat. Et ce social, c'est vrai que mon confrère se plaint toujours par rapport à la voie CB. Mais maintenant, on a ajouté celle de Kouvé. Bon, il faut reconnaître. Ça va venir, donc à se patienter. Même parce de que... Zafi. Bon, vous avez dit que il faut même pas... Non, au moins Zafi, ils ont mis une piste rurale parce qu'il n'y a pas de bouche sur la zone agricole qui est autocopée. Donc, ils vont juste là-bas pour permettre à l'enceinte d'acheter. Ils ont arrangé pour l'enceinte. Oui, ils ont arrangé cette voie-là justement pour l'enceinte. Bon, il faut reconnaître que c'est la localité qu'on a faite depuis 1974, qu'on maîtrise très bien. Tabligo, Godomé, Kouvé, tout ça, c'est des zones que personnellement je maîtrise bien parce que une partie, j'ai grandi là-bas. Et bon, parlant du mandat, on continue à le dire, il faut reconnaître que c'est pendant ces 1 an que la route, disons, Atikoumé-Adidogomé est toujours en chantier. Koulse Naka était toujours patient. Aujourd'hui s'ajoute mon confrère également Didier. Donc être patient, je crois qu'avant peut-être avant la fin de ces 5 ans, quelque chose également sera fait au niveau de la localité, c'est-à-dire Tabligo. Et la route de Ségbé, on sait que selon les informations, il y a déjà quand même un appel qui a été lancé, on cherche le financement. Et je crois que les travaux, On appelle à qui? Non, mais écoutez, on ne peut pas vous le dire. Donc, un appel, ils sont en train de chercher les fonds, sûrement, pour lancer également ces travaux. Nous prions que cela se fasse, parce qu'il faut reconnaître que c'est une route vraiment presque internationale, parce que ça débouche vers la frontière entre le Togo et le Ghana. La plupart des marchandises transitent par cette route. Je crois qu'il faut quand même que l'État se penche effectivement sur cette route-là pour pouvoir bitumer également cette voie. C'est important. Et parce que quand vous prenez même le nombre, le taux d'habitation au niveau de ce quartier-là, il faut reconnaître que c'est un monde fou qui vit là-bas. Donc je crois qu'il faudrait que le gouvernement s'y penche et je crois que le gouvernement
est en train également de réfléchir. Et ce qu'on pourra seulement demander à Kulche, c'est ils n'ont qu'à s'organiser pour qu'ils puissent avoir également un ministre dans le quartier, sûrement, qui va toujours continuer par peut-être au niveau du Conseil des ministres rappeler au gouvernement parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous savez, quand vous prenez l'ensemble aujourd'hui du pays, il faut toujours quelqu'un qui puisse claironner. Kulche claironne, mais Kulche n'a pas le pouvoir. Le pouvoir de Kulche s'arrête au niveau des réseaux et peut-être au niveau des radios. Donc il faudrait que Kulche occupe un jour un poste ministériel pour peut-être réaliser également les vœux de ces populations. Parlant également de ce mandat de Faure Gnassingbé, il faut reconnaître également que le Togo aujourd'hui, quand vous prenez notre pays, on reconnaît aujourd'hui que le pays est en train de se hisser comme un interlocuteur au niveau effectivement des pays en conflit. Vous prenez aujourd'hui le Tchad, vous prenez le Mali. Le Togo est en train d'illustrer aujourd'hui comme disons qu'un vecteur de la paix. Il faut reconnaître qu'au temps de Gnassingbé et Yadema, le Togo était toujours pris en exemple comme étant le vecteur de la paix. Yadema avait pris une pirogue pour aller au Tchad, et cela se revit aujourd'hui encore au Togo, que le Togo constitue aujourd'hui un point de non-retour par rapport aux pays qui sont en difficulté. Le Togo envoie souvent un contingent, il y a un contingent au Mali, il y a un contingent également au Soudan. Donc c'est pour vous dire que le Togo est en train de faire grand chose. Mais pour couper court, il faut reconnaître, comme je le disais tout à l'heure, pour l'an 1 du 4e mandat de Faure Gnassingbé, Covid-19 est venu quand même déjouer presque les pronostics du développement. Mais nous devons croire que ça fait 1 an. On espère que avant la fin de ces 5 ans-là, quelque chose sera également fait. C'est le social qui continue au fait. Ici Foukenano, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et mes excuses pour le retard. Didier, en 1 an, qu'est-ce que Faure a pu faire dans le nouveau mandat? Ça dépend du secteur et du secteur dans lequel on veut évaluer M. Faure Gnassingbé pour ces 1 an. Et ça dépend également de quel côté on se trouve. Sinon, je pense que les partisans de M. Faure Gnassingbé diront qu'il a fait beaucoup de choses. Alors que moi, je ne veux pas parler de... Je veux être pragmatique et togolais. Parce que je pense que c'est ce qui compte désormais. Je constate que ces 12 derniers mois, la vie a été véritablement compliquée pour les Togolais. Je constate, c'est juste un constat. Avec l'arrivée de la pandémie, vous avez vu que les activités économiques sont complètement bloquées à ce jour. Et presque aucune activité n'a repris et la reprise des activités tarde toujours parce que les mesures prises par le gouvernement ont contribué un temps à décélérer ces activités-là. Et lorsque le gouvernement a compris qu'il faut desserrer un peu les taux, les choses n'ont pas véritablement repris. Et aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs qui ont reçu tellement de coups et qui peinent à se relever. Et donc, du coup, les acteurs de ces secteurs-là, le secteur de la presse y compris, les acteurs de ces secteurs-là sont dans des difficultés économiques pas possibles aujourd'hui. Et vous avez vu que les dernières mesures que le gouvernement a prises relativement à la crise ou qui ont en lien avec un certain nombre de secteurs ont fait que la vie est devenue de plus en plus chère dans le pays. Vous prenez le secteur de transport, les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie ont fait que le prix de transport interurbain ont quasiment doublé ou triplé selon les distances et selon les régions. Et vous allez constater également que les dernières augmentations effectuées par le gouvernement, là c'est pas la Covid, sur le prix de péage, un certain nombre de produits ont, j'ai écouté le doyen Jacques en parler ce matin, on en avait déjà parlé dans ce studio, ont fait que l'augmentation de prix au niveau des péages conjuguée avec le doublement des prix déjà des transports, ou même des fois fois 3 ou fois 4 sur certaines distances, hein, parce que pour se rendre à Kara aujourd'hui, vous n'allez plus dépenser 4 500 ou 5 000 comme avant, vous allez dépasser plus de 10 000 aujourd'hui.
Et donc, cela a fait que sur les denrées alimentaires aujourd'hui dans nos marchés, il y a ça se sent sur le prix pratiqué, sur l'igname, sur le maïs, sur le céréal, sur tout ce qui est vendu sur la place du marché aujourd'hui. On voit que la vie est devenue beaucoup plus chère pour le Togolais aujourd'hui. De première nécessité. Oui, sur les produits de première nécessité, mais sur d'autres produits également connexes, les choses sont devenues de plus en plus chères, Et donc, c'est un constat que c'est durant un an. Et ça, c'est le côté social. On en a parlé brièvement. On a constaté également que sur la question du pétrole gate, durant ces 12 derniers mois, véritablement, le gouvernement n'a pas voulu clarifier cette situation. Et on est resté un peu comme dans la nébuleuse à ce jour. On ne sait pas véritablement qui a fait quoi et qui est coupable de quoi. Et ça également, on peut le mettre généralement dans la gouvernance économique du pays, où le chef de l'État lui-même, je le cite, une minorité s'accapare des biens du pays, de la richesse du pays, alors que la grande majorité ploie sous le poids de la misère. Et ça, c'est une corruption haute dose. Et ce qui est attendu du gouvernement et ce que le gouvernement même avait annoncé en début octobre dernier, à savoir la déclaration de biens. Aujourd'hui, ça n'est pas une réalité. Les ministres n'ont toujours pas déclaré leurs biens, alors que... On est en train d'arranger les tests pour le moment. Oui, je pense qu'il y avait déjà un test sur la base duquel les déclarations devraient être faites au plus tard au mois d'avril. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai et je pense qu'on est en train d'arranger les tests comme tu le dis, et espérons que l'arrangement finisse un jour et que la déclaration, en fait, ce que moi je voudrais dire en rappelant c'est fait, ça c'est matériel, au moins tout le monde peut constater, c'est qu'aujourd'hui la plus grande difficulté et qu'on constate dans la gouvernance au Togo aujourd'hui, c'est que le discours officiel est en déphasage avec les réalités du terrain. Et ça, c'est constatable par tout le monde. Il y a au closer 12 mois du nouveau mandat de Faure. Qu'est-ce qui a pu changer? Bon, ces 12 derniers mois ont été plutôt difficiles. Nous sommes dans un état de guerre. D'abord, prenons le côté politique. La crise politique est restée patente. Et déjà, le 4 mai, un officier supérieur a été assassiné et jusqu'à ce jour, on n'a pas trouvé donc les auteurs de cet assassinat. Sur le plan politique, le numéro 2 des élections à Guillaume est en exil avec un prêtre, Monseigneur Philippe, avec son corbeil. Ils sont en exil. Et même, j'apprends que le 20 de ce mois, eux ils seront convoqués à Bruxelles dans le cadre du contentieux électoral. Donc, pratiquement, sur tous les plans, mon confrère vient de soulever le plan économique. Mais sur le plan économique, mais ça donne à crier. Il y a une inflation généralisée. Vous savez, j'étais pas né avant 60. Mais quand nous voyons les vidéos de nos parents des années 58 aux années 60, les visages étaient beaucoup plus éclatants. Ah bon? Bien sûr. Quand on voit les images des derniers jours que nous avons sur les images, on sentait quand même nos parents avec un visage un peu souriant, etc. Aujourd'hui, pointez-vous devant la société. Les gens ont leur mine foncée. Personne n'a le sourire dans le pays. Ça exprime l'état d'âme de chaque citoyen. C'est que vraiment ces 12 derniers mois ont été pratiquement difficiles. Il va falloir quand même... vous savez, quand on gouverne un pays, il y a ce qu'on appelle la redistribution sociale. Ouais, quand vous ne mettez pas les citoyens à l'aise, le pays ne décolle pas. Les gens, les répressions des manifs sont toujours à noter pour le cadre de ce mandat. Covid vient également donner comme une raison pour pouvoir interdire certaines libertés d'exercice. Donc, depuis 12 mois, je pense que véritablement rien n'a décollé. On a beaucoup fait le surplace, ça ne va pas. Il va falloir quand même remettre le bas à terre, aller à un partage du pouvoir, revenir peut-être éventuellement à des sujets qui fâchent les Togolais pour que nous puissions mettre au propre notre maison. Sinon, à l'heure actuelle, beaucoup ne sont pas satisfaits.
Et pour le constater, mettez-vous, sortez dans la rue, regardez le visage des gens. Vous allez voir déjà ce qui transcende à travers leurs esprits. Et c'est pour que nous, on voit très souvent souriant. Vous faites la différence ou l'exception? Ben moi, je vais toujours bien, je dis souvent, parce que je trouve toujours le moyen d'éviter d'être stressé, parce que au-delà des problèmes que vous avez, si au niveau mental, psychologique et même spirituel, vous ne vous épanouissez pas, parce que nous sommes des croyants, on a toujours un petit mot d'espérance, d'espoir, qui nous permet de nous dire qu'au-delà de tout, il y a une force quelque part où de notre être, nous avons de quoi pouvoir puiser des ressources pour transcender les difficultés, les péripéties de la vie, pour dire que quelle que soit la situation, il ne faut pas plier, il faut toujours rester droit dans ses bottes et continuer à avancer, parce que nous devons avancer, nous ne devons pas nous arrêter. C'est ce que j'essaie de faire et je convie tout le monde à le faire parce que c'est très très important. Mais ce n'est pas facile par rapport à tout ce que les uns et les autres ont dit. Quand vous voyez un peu la situation des Togolais aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une situation de précarité très très avancée. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand on voit tout ce qui circule sur les chaînes, disons, nationales officielles, je le disais sur ce plateau la dernière fois, quand on nous dit que l'économie togolaise s'est montrée résiliente, moi je suis en train d'aller vers les défis, c'est ça en fait ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a fait le bout de chemin, d'accord. Il y a eu du bon, du moins bon, et peut-être du pire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que si on s'arrête pour rétroviser, je ne suis pas sûr que ça nous aidera. Ça ne va que exacerber encore les frustrations, vous voyez les ressentis. Il faut voir devant. Parce que nous oublions quelque chose. Il y a une échéance qui arrive, galopante et qui est annoncée. C'est pas après-demain, c'est demain, 2025. Qu'est-ce qui va se passer dans le pays avec cette situation-là? Donc il faut éviter de laisser croître et creuser les terreaux fertiles de ce que l'on ne voudrait pas. Je vais aller sur des points précis tout à l'heure. Donc, je disais que quand on dit que l'économie togolaise se montrait résiliente face à la crise et, disons, à tout ce qui s'est passé ces derniers temps-ci, quelqu'un l'a dit, c'est un discours qui est en déphasage avec la réalité. Si l'économie se montrait résiliente, on ne peut comprendre pourquoi il y a augmentation de prix, pourquoi est-ce qu'il y a de nouvelles taxes qui se créent, c'est pour quelle raison? Il faut que quelqu'un puisse expliquer cela aux gens. Est-ce que quelque part il y a des échéances vis-à-vis peut-être des institutions de Bretton Woods, puisque c'est souvent le cas que l'on veut satisfaire, puisque le Togo veut être toujours le bon élève en matière de classement, et ça, on en a eu. Mais qu'est-ce que ça change réellement sur le quotidien des gens? C'est ce qu'il faut aller chercher. Personne ne le comprend. Parce que si le discours ne concorde pas avec les faits, il y a un problème. Le fossé continue de se creuser. C'est pour ça que je dis, les échéances qui arrivent devraient nous permettre de faire vite pour essayer de réduire les gaps, de redonner le sourire aux gens, avant de sauvegarder les acquis d'un certain, disons, apaisement que nous sommes en train de vivre et que Jacques Diakoutis soulignait tout à l'heure. Parce que n'oubliez pas, quand je dis qu'il y a eu du bon aujourd'hui, vous savez, les procédures judiciaires ont été donc décentralisées, on va dire. Les maisons de justice sont créées où on essaye de faire en sorte que le justiciable togolais puisse avoir, pour des services qu'il ne demande pas normalement, de la lourdeur pour pouvoir trouver satisfaction et au bout réconcilier les gens, qui est pour moi quand même quelque chose qui permet de dire on va sauvegarder le dialogue social, le dialogue communautaire. C'est une bonne chose, mais de l'autre côté, il faut faire en sorte aussi que les gens puissent dire bon, ok, d'accord, nous sommes réconciliés, nous rions, mais il faut qu'on puisse manger. De l'autre côté, quelqu'un a parlé donc de la situation politique de notre pays. À un moment donné, le débat contradictoire est en train donc de disparaître après s'être étiolé pendant longtemps. On ne voit même plus une voix qui s'élève, pas forcément pour dire ça ne va pas. C'est peut-être du bon si les gens ont compris qu'on est dans une situation difficile et qu'il faut peut-être regarder dans la même direction. Et j'ose croire que dans les couloirs, il se passe des choses pour que ceux qui étaient en prison entre-temps, parce qu'il y a une démarche pour qu'on puisse libérer certaines choses pour qu'il y ait décrispation de la situation. Ça, ce sont pour moi quelques défis aussi qu'il faut relever. C'est d'aller vers là pour sauvegarder les acquis d'une paix véritable dont nous avons besoin pour les échéances à venir. Parce que n'oubliez pas, dans la sous-région, ce n'est quand même pas la sérénité. Voilà donc un élément que je voudrais souligner. Alors, l'autre élément va rester donc la bonne gouvernance.
il faut aller quelque part, titiller les gens un peu, faire en sorte que la corruption puisse commencer quelque part à prendre du recul et qu'il faut qu'il y ait des faits qui puissent rassurer les citoyens pour dire que c'est vrai, on avait énoncé des choses, on a même donc incriminé, pointé du doigt des gens, mais on a pu quand même avancer à se dire qu'il y a eu les gens qui ont été posés, ont donné quelques fruits et présenté des résultats. Je n'en veux pour preuve que le discours de la première, de la chef de gouvernement, Madame Dogbé, qui avait dit qu'aujourd'hui, c'est gouverner autrement avec l'obligation de rendre compte. Il faut qu'on commence déjà à voir justement dans les faits cette pratique-là où à l'Assemblée, les gens viennent quand même dire on a eu tel budget pour exécuter tel et tel, voilà où on en est. De toute façon, vous et moi n'avons pas les moyens d'aller vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Mais je pense que c'est un exercice auquel il faut qu'on commence à se plier pour assurer le citoyen. Autre chose, c'est aujourd'hui pousser encore plus loin le bouchon de la déconcentration pour aller vers une vraie décentralisation. Avec ces élus locaux-là à qui on devait donner plus de moyens pour attaquer véritablement le développement communautaire. Parce qu'en fait, les problèmes que nous avons, c'est beaucoup plus dans les communautés. Quelqu'un soulignait la dernière fois ici une route, disons, désastreuse sur laquelle on va mettre des affiches. C'est comme une provocation. Mais je dis oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est comme si quelque part, c'est comme si quelque part on est insensible en fait à la peine et à la souffrance des gens. Donc aujourd'hui des dotations conséquentes, d'accord, et une synergie d'action pour que nos communes puissent être au même niveau de développement. Si on racle les rues à Gouin, qu'on puisse quand même vers chez mon ami Koulsé quand même racler aussi les rues et faire en sorte que pour quelques semaines les gens puissent souffler et dire bon ben on pense à nous. Voilà un peu pour moi les quelques défis qu'il faut relever et surtout comme je le dis décrisper aujourd'hui la situation. Elle n'est pas tendue mais attention, c'est-à-dire que les non-dits souvent nous portent préjudice. Décrisper la situation avec la diplomatie de couloir pour avoir un bon modus vivendi pour les échéances à venir, combattre la corruption et comme je le dis, pousser donc la décentralisation plus loin. Mais là encore, revenir et penser beaucoup plus à la jeunesse. Il ne suffit pas d'aller combattre à leur affaire, d'aligner les ODD, comme prescrit par les institutions que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est de voir vraiment au niveau endogène. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que dans le village, disons, de mon ami Koulsé, il y a des forages, il y a de l'addition d'eau qui répond? Quand on fait ça, après, on a répondu à un indicateur X des ODD. Mais la dernière fois, Koulsé se plaignait de son hôpital. Voilà. Eh bien, on a parlé d'un bloc opératoire qui, depuis combien de temps, 6 mois, ne trouve pas de solution, pas de solution. Et en bas, parlons de notre fameux CHU Sylvanus Olympio. Il y a encore de petites choses à faire qui sont en fait des actes qu'on peut poser aujourd'hui. C'est essayer de réhabiliter, même si on ne peut pas créer une autre structure. Je vois un bâtiment dans l'enceinte là-bas qu'on ne finit pas depuis. Personne ne dit rien. C'est quoi? C'est au CHU Sylvanus. Voilà, qui est en train de tomber en ruine. C'est en construction. C'est le CHU Sylvanus Olympio. Il y a encore de l'espace dans cet hôpital-là pour faire au moins un service d'urgence. D'accord? Et abandonner cette petite chirurgie-là quand même qui déteint sur, disons, l'image du pays parce que s'il faut continuer encore après 61 à soigner les gens dans la petite piole là-bas pour des urgences, moi ça me fait mal. Et ça, c'est des choses, je pense qu'ils sont de petites choses auxquelles le président de la République, disons, et les ministres devraient s'attaquer véritablement. Et puis après, venir quand même le brandir comme de vrais résultats qui sont beaucoup plus concrets et qui rassurent plus les populations que les chiffres qu'on donne, les classements, qui ne répondent pas véritablement à la réalité du terrain. C'est vrai, hein, il y a quelqu'un qui a dit que les Togolais n'ont pas faim quand on voit les bâtiments qui poussent de terre, mais Dieu seul sait. Si ces bâtiments-là poussent de terre de ceux qui sont de la minorité, tout le monde ne sait pas. Mais on parle de la vendeuse. Ben voilà, donc parlons de la revendeuse du marché là, d'accord. Et puis, comme il a dit, le petit journaliste qui a ouvert son truc et puis bon, ben Covid est passé, il a été obligé de fermer. Ça porte, même si on ne va pas le nourrir, il faut créer des conditions pour que chacun puisse. Et ça, je pense qu'à un niveau donné, il faut quand même saluer une certaine vision, une volonté, une détermination du chef de l'État qui a quand même le bon discours parfois. D'accord, qui a la bonne initiative de dire, quand on lance telle initiative, c'est pour permettre aux gens d'aller saisir les opportunités. Mais il y a toujours des barrières qui empêchent qu'en réalité, ce projet-là puisse aboutir et que le plus grand nombre puisse donc en être bénéficiaire. Parce qu'interroger la jeunesse togolaise, elle vous dira si elle est épanouie ou pas. Hein.
Oui, Didier, brièvement. Oui, brièvement, on peut également dire, comme il le dit, on lance des initiatives pour permettre aux jeunes et à tout Togolais de pouvoir saisir des opportunités. Aujourd'hui, il va falloir également qu'on travaille véritablement à ce que le développement que nous cherchons pour le Togo soit un développement inclusif. Inclusif en quel sens? Que, au moins, après 61 ans d'indépendance, que des initiatives qui sont lancées n'aient plus de couleur de parti politique. Ouais. Et là également, c'est un problème réel aujourd'hui. Et on peut faire un sondage indépendant ou je ne sais pas, dans les rues de Lomé et vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre d'institutions et dans un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre. Qu'est-ce qui se passe, Didier? Non, il se passe que aujourd'hui, et comme il l'a dit, il y a comme cette pesanteur-là sur un certain nombre de jeunes Togolais qui doivent se soumettre à une idéologie donnée avant de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses. Et ça également, aujourd'hui, c'est une réalité dans le pays. Je ne veux pas parler de la presse parce qu'il disait tout à l'heure dans son développement que le débat contradictoire est presque n'existe plus. Ouais. Ayons le courage de le dire, n'existe plus. Vous savez, aujourd'hui, on peut finir ce débat ici. Quelqu'un va vous écrire pourquoi vous l'avez laissé dire tel mot. Vous publiez un article, quelqu'un vous écrit de nulle part pour vous dire, des fois même depuis des camps, pour vous dire pourquoi vous avez employé tel mot au lieu de tel autre mot. Non, ce ne sont pas des observations. C'est des choses qui avaient été vécues dans ce pays et qui on a vu où ça a amené le pays. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Je dis, si le chef de l'État est à l'écoute ou que des gens qui sont proches de lui sont à l'écoute, il faut au moins qu'on évite ce virage-là. Le virage de la pensée unique et de discours, enfin, de la pensée unique, de regarder dans la seule direction. Ça ne va pas arranger le Togo nouveau que nous cherchons à construire et ce Togo-là que nous voulons développer de façon avec un développement résilient, feuille de route, tout ce que nous disons aujourd'hui. On ne va pas le faire en regardant dans la seule direction avec une pensée unique. C'est un grand danger aujourd'hui à tous les Togolais. Que des gens pensent comme ils pensent, mais qu'il y ait des opportunités pour tous les Togolais, qu'ils soient égaux devant des opportunités. On sait que dans les pays africains comme le nôtre, il y aura toujours quelques privilèges pour certains, mais que ça ne soit pas systématiquement la règle dans érigé en règle dans tous les projets et devant les opportunités comme des concours, comme un certain nombre de choses. Jacques, je crois que vous savez, au fait, pour résumer tout ce que Didier vient de dire, au fait, c'est la précarité. C'est la précarité qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'adonnent à certaines choses. Ils ne voulaient pas citer énormément des choses, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui la jeunesse au Togo, c'est une jeunesse un peu déboussolée. C'est-à-dire que on nous parle de l'enregistrement, l'ouverture facile aujourd'hui, lorsque vous voulez créer une entreprise au Togo, pour la création d'entreprise. C'est vrai, Honoré. Créer une entreprise, c'est facile. C'est pas le plus difficile. Voilà. Quelle est la viabilité de ces entreprises? Est-ce qu'on fait le suivi pour voir les entreprises qu'on a créées depuis un certain temps? Est-ce que ces entreprises-là existent encore? On dit on finance la création. Lorsque vous financez, par exemple, de créer une entreprise, est-ce que finalement il y a un suivi par rapport à l'entreprise-là? Est-ce que l'entreprise-là est viable? Aujourd'hui, quand vous prenez le cas du Covid qui est venu, la plupart de ces jeunes qui avaient reçu des lignes de crédit pour créer des petites entreprises, aujourd'hui, les entreprises-là n'existent plus. La plupart ont fermé et puis bon, certains on ne les retrouve plus. Et c'est pourquoi vous allez voir, lorsque, par exemple, il y a une opportunité qui survient, par exemple, dans le pays, les gens n'hésitent même pas, les gens ne fuient pas pour voir, est-ce que dans ce que nous voulons rentrer là, est-ce que cela pourra nous aider ou pas? C'est pas leur problème. Les gens se disent non, l'essentiel est qu'on puisse trouver de l'argent. Alors qu'en le faisant ainsi, demain, c'est elle-même également qui souffre. J'ai vu un jeune qui m'a dit qu'il a fait un prêt de 2 millions, qu'il a mis dans les histoires de trading. Mais je lui ai dit, mais mon ami, tu es fou. Mais si tu as l'opportunité de faire un prêt de 2 millions, mais 2 millions, tu réfléchis, tu vas par exemple,
tu cherches ne serait-ce que peut-être un terrain pour l'agriculture, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Mais prendre 2 millions, aller mettre dans quelque chose, et qu'on te dit qu'à la fin de chaque mois, tu viendras prendre quelque chose, et finalement, aujourd'hui, quand vous voyez ce jeune-là, mais il est complètement déboussolé, parce qu'il n'arrive plus à payer les traites au niveau, effectivement, de la coopérative de par où il a fait de crédit. Non, c'est pour vous dire que quelque part, aujourd'hui, lorsque les gens n'ont pas de repères, lorsque les gens ne se retrouvent plus par rapport à ce qui les gouverne, et effectivement, sur l'aspect développement, surtout au niveau de l'économie, les gens s'adonnent à tout. Et si des choses se présentent, même des sectes, les gens y vont. Les gens vont vendre leur âme, ne serait-ce que pour avoir de l'argent. C'est ce que les gens vous diront aujourd'hui. L'essentiel est que ça produit de l'argent. Mais l'argent que vous allez prendre, est-ce que cet argent-là va vous profiter? Au fait, c'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens ont fait ces prêts, ils ont mis dans des histoires de trading. Quand vous les voyez aujourd'hui, ils sont malheureux. Ils sont très malheureux parce que là où ils ont mis finalement l'argent, on n'arrive pas à les rembourser. Ils n'arrivent pas à avoir effectivement cet argent. Finalement, ils ne dorment plus. Et quand vous voyez, vous prenez un peu l'échelle de ces suicides que vous avez constatés un peu partout entre-temps au Togo, mais voilà une source également par rapport à ces suicides-là. Vous voyez des indicateurs qui montrent que cette jeunesse-là a besoin véritablement de repères et qu'on corrige le discours officiel de l'adapter à la réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout va bien au Togo. Il y a de la précarité. Rien qu'à voir que... Le taux de chômage a diminué, on parle de 5%. Ok. Ok. Le chiffre officiel. Non, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. Le fait peut-être, c'est-à-dire que d'avoir 500 000 volontaires quelque part, d'accord, qui sont allés travailler, on quantifie cela comme, c'est-à-dire que des primo-emplois, et donc on estime que des gens ont eu à travailler, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce salaire pour quelle durée et à quel montant. C'est-à-dire que le gap entre les salaires là et le SMIC, on a quelqu'un qui a la maîtrise, qui va travailler quelque part pour gagner 60 000, 50 000 en volontaire. Nous sommes tous devenus des bénévoles. On ne va pas considérer ces gens-là comme des travailleurs. C'est pour ça que nous disons, sur ce discours-là, je pense que nous devons nous amener à être d'accord avec un fait, c'est que oui, d'une part, il faut satisfaire les exigences, donc, d'accord, et se rapprocher des normes standards des institutions internationales, oui, mais on peut derrière revenir, d'accord, faire des adéquations avec la réalité sur le terrain. Je dis, quand on va dans un village et on interroge les gens, comme les uns les autres le disent, les gens vous diront de quoi ils souffrent, ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que ce petit microcosme-là, on peut le régler séance tenante. Ça diminue quelque chose et l'impact est visible et réel. Et ça ramène le lien, le discours et l'adhésion populaire dont nous étions en train de parler à l'instant. Closet, pour finir ce débat-là. Écoutez, vous savez, en économie, on dit souvent que le niveau de vie dépend du niveau des prix. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un citoyen, pour besoin de savoir s'il travaille ou gagne ou pas sa vie, il y a des indicateurs sociaux qu'on considère. Par exemple, vous prenez un être humain. Est-ce qu'il a de quoi vivre tous les jours? Est-ce qu'il a la télé dans sa pièce? Est-ce qu'il a un compte épargne? Est-ce qu'il a un moyen de déplacement? On vérifie tout ça là. Mais si le taux est faible, donc ce pays est un pays pauvre. Ailleurs, vous allez voir... Chez loin, le Togo est un pays pauvre. Voilà, ailleurs vous allez voir quelqu'un... Mais il est en train de donner des éléments scientifiques. Oui, des critères. Des critères. Non, écoutez, en France, il y a jusqu'à 500 % de dépenses qu'on considère. Les Blancs sont tellement intelligents. Ils ont pris les 300 pots de dépenses et ils ont voulu donner un rythme de vie à leur dernier citoyen, celui qui sera payé au SMIC. Mais avec le SMIC, qu'est-ce qu'il peut avoir? Est-ce qu'il peut vivre? Est-ce qu'il peut acheter tant? On détermine ça. Et c'est en faisant ça qu'on file le SMIC dans le pays. Et le SMICard aussi vit, puis acheter une voiture deuxième main et payer son loyer. Voyez-vous? Donc, au moins, chaque chef de famille peut avoir une voiture. Voyez-vous? Et c'est-à-dire que le niveau de vie de ce pays est élevé. Mais ici, vous prenez chef de famille, alors, combien ont un emploi à durée indéterminée et bien rémunéré? Combien partiront en vacances bientôt l'été? Combien partiront en vacances? Alors, les gens qui sont nés à Lomé n'ont jamais
connu Kara d'Apan jusqu'à la fin de leur jour. Donc, c'est la preuve. Voilà. Ne connaissent pas la plage. Voilà. En principe, quand on a de l'argent, quand on a les moyens, on qui les empêche d'aller à la plage? Non, écoutez, c'est ma petits gens qui viennent ici pendant l'été pour se pavaner. C'est des gens qui ont de leur part chef cotisé un peu de sous et en été ils viennent découvrir l'Afrique. Mais combien parmi nous aujourd'hui prend l'avion pour aller découvrir? Mais vous n'aurez même pas le visa parce qu'on suppose que vous allez. Et puis je reviens encore pour l'affaire de Pétron, etc. J'ai un pasteur aux États-Unis. J'ai un le pasteur là-bas. Voyez ce qu'il m'a écrit. Il dit tu mets l'argent en Bitcoin dedans et ça donne le triple en 10 mois. Si tu veux, ma petite soeur peut t'aider ici. Mais je n'ai pas souscrit. Non, écoutez, je vous dis, c'est un pasteur que je connais très bien. Il était un ancien militaire américain. Il a une grande boutique dans son état où il habite. On a des échanges. Il m'envoie, il me dit bonjour, j'aimerais partager avec vous cette grande opportunité d'investissement. Vous avez refusé. C'est le même message qui circule partout. Il donne 300 intérêts. Gagnons ensemble l'argent avec Pétron P. Contactez-moi si vous avez des questions. Et ici ton nom. Voyez-vous, mais je dis non, parce que on gagne l'argent par le travail. Ne courons pas vers la facilité. Celui qui veut la facilité peut voler. Il peut prendre des risques les plus idiots. Misons sur nos efforts. Ayons beaucoup d'activités. C'est le plus important. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé. Même si c'est vrai en l'état, d'aucuns nous diront que c'est difficile, il n'y a pas d'activité. Il y a quand même quelque chose que l'on peut faire. Aujourd'hui, les gens ont sacrifié leur diplôme pour aller conduire des taxis motos. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais si dans certaines situations, que les gens nous comprennent, parce que notre devoir aussi, avant tout, nous autres, donc de la presse, c'est d'expliquer. C'est d'expliquer la situation que nous vivons, pour dire aux gens, il y a quand même peut-être un espoir, il y a quand même du chemin à se frayer malgré la situation. Pour disons, aller dans le même sens et dire, Jacques Jacouti l'a dit tout à l'heure, de façon idiote, on va aller s'adonner, vendre son âme, tout ce qu'on veut, parce qu'on veut gagner de l'argent facile, c'est ça aussi. Maintenant, je finis en disant, tout ça, c'est parce que justement, comme il l'a dit, il y a la pauvreté. Il faut créer des opportunités. C'est ça le défi, et tous les domaines, je l'ai cité tout à l'heure. Il y a quelque chose que l'État togolais peut faire pour aider les Togolais. Vous savez, moi j'encourage la jeunesse à la réflexion. Quand on réfléchit, on trouve les créneaux porteurs. Moi je me rappelle, j'étais encore au lycée, mais j'avais des difficultés financières. Qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, il n'y a pas l'internet. Alors, j'allais dans les bibliothèques pour faire des recherches. J'ai pris les adresses, les agences de mariage, adresses des universités dans le monde, et puis j'ai commencé par vendre. Mais ça me rapportait beaucoup d'argent. Vous vendez quoi? Les adresses. J'en piquais partout, les ONG. J'en piquais dans les bibliothèques, j'allais faire des recherches, je piquais partout, je fouillais, je trouvais, et je vendais aux gens. 300 francs, je gagne de l'argent. Donc, je vais faire mes besoins. Chaque samedi, je prends mon vélo, je circule sur les cabines, il y avait des cabines de 50 francs. J'ai créé une agence effective qu'on appelait Royaume des adresses. Donc nous l'avons déjà connu. Mais ça me faisait vivre allègrement. Mais réfléchissez, vous gagnez de l'argent. Les gens viennent me voir, je veux des amis à l'étranger, etc. Mais écoutez, c'est pas grave. Moi je vais trouver les adresses de correspondance. Il y en a plein dans les revues Amina, etc. Vous fouillez, vous allez avoir tout ça. Vous les récoltez, vous les revendez aux gens. Après, j'ai écrit des écoles, vous dites, des écoles européennes. Eh bien, nous avons des Africains qui veulent échanger avec vous. Envoyez-nous l'adresse de vos élèves qui veulent. Et puis, je vendais ça aux gens à 500 000 francs. Ça me faisait vivre. C'est une question de réflexion. Les gens ne veulent pas réfléchir. De l'imagination, de la créativité. Et puis, on gagne de l'argent. Depuis que j'ai laissé la personne là, il y avait un monsieur qui m'a écrit du Grand Nord. Et puis il a vu l'adresse là, il y a cela. Avec le net, tu pourras optimiser ça et former les jeunes pour ça. Bien sûr, il a d'autres créneaux. On va le citer encore un peu. Prends les jeunes de chaque quartier, tu les formes à ça. Avec les journalistes, il n'y a pas comme travail. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut reconnaître que, comme il a dit, au Togo, il y a les opportunités d'affaires. Il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Il faudrait seulement que, je vous dis que le gouvernement facilite des fois, ils n'ont qu'à faciliter des fois certaines démarches. Si on facilite des démarches,
les gens auront de l'argent. Mais du moment où les gens investissent, et à la fin, vous êtes bloqué quelque part, à cause d'un simple permis, vous êtes bloqué. Et puis, tout ce que vous avez investi, c'est zéro. Donc, il faudrait que le gouvernement ouvre effectivement les vannes pour que, on ne leur demande pas de l'argent, mais les facilités administratives, donner le papier, et que les gens puissent travailler, les gens vont le faire. Jacques, vous gardez la parole, on va finir chacun juste une minute. On parle de l'harmonisation des coûts de tests Covid dans l'espace du mois à 25 000. Jacques, vous avez voyagé dernier temps, vous avez une information? Oui. Le Togo a commencé aussi? Oui, le Togo a commencé aussi. À 25 000 quand? Bon, pour le Togo, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais pour le Cotonou, Accra, je crois que j'ai des amis qui sont revenus, qui l'ont fait à 25 000. Qui l'ont fait. Pour le Togo, je n'ai pas encore eu quelqu'un pour lui poser la question. Ça, il faut que je sois véridique envers vous. En face directement, c'est ici qui sourit. Peut-être qu'il a une autre information. Sinon, les 40 000 continuent? Non. En réalité, si à un moment donné, on a senti le besoin peut-être d'harmoniser les prix, c'est parce que justement, on a constaté, c'est-à-dire que cette différence-là, cette diversité de prix, et qui ne va pas faciliter la reprise après Covid. Parce que l'idée, c'est qu'après Covid, les activités puissent reprendre. Et s'il doit y avoir une barrière liée au coût du test, 40 000 francs, ce n'est quand même pas rien. Pour certains pays, ailleurs, je ne connais pas, nous parlons de ce que nous savons. Le Togo, c'est 40 000, voilà, Côte d'Ivoire, c'est 50 000, ils ont réduit aussi à 25. Voilà, donc je pense que ce n'est que salvateur, on va dire, donc cette initiative d'harmoniser, et je pense que nos pays devraient nous aider, d'accord, à pouvoir reprendre aisément nos activités en franchissant les frontières, parce que ce que nous n'avons pas ici, nous pouvons le gagner ailleurs et le ramener au pays. La preuve, dans les indices, d'accord, qui permettent aujourd'hui disons, de dire que notre économie se porte bien, c'est aussi ce transfert de fonds que la diaspora est en train donc d'envoyer. Il faut permettre donc aux Togolais de pouvoir sortir, tout comme les pays qui avaient donc fixé un taux élevé. Je pense que c'est une bonne chose et les gens devraient se plier à ça. Il y a au Conseil de la résistance un peu partout. On dit qu'ils sont 8. Écoutez, mais on n'a pas vraiment les informations sur que les 8 ont déjà commencé. On a déjà parti demain. Oui. Nous sommes aujourd'hui au 10. Pour ce qui peut être gratuit, on nous fait payer ça jusqu'à 25 000. L'Afrique doit avoir honte. Mais ailleurs, nous sommes dans une pandémie où les gens n'ont pas d'argent. Où la misère, on demande de faire le confinement. Maintenant, vous mettez un test à une hauteur de 25 000 francs. Ce que au Togo, ce qui est payé au soumis ne peut jamais voyager. Il ne peut pas quitter. Mais avant d'arriver à 25 000, on parle de 40 000 maintenant. Oui. Voilà. Vous savez, non, c'est-à-dire l'Afrique, nous devons réfléchir. Où on veut s'émanciper, l'État joue son rôle, participe à la vie sociale en aidant la population, plutôt que, et on dit l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine maintenant, qui harmonise un coût qui aurait pu être gratuit. Mais ça fait mal, moi c'est scandaleux. Didier, oui. Non, on a juste l'impression que le monde des dirigeants est différent du monde des populations. Comme on peut dire que la CEDEAO se bat pour avoir une CEDEAO des peuples aujourd'hui, qui ne sera jamais une réalité, peut-être l'UEMOA aussi veut avoir l'UEMOA des peuples, sauf que là également ça ne sera jamais la réalité, parce que même tout ce que fait l'UEMOA est dicté de quelque part, dicté depuis quelque part. Dès lors que les politiques que nous pratiquons, que nous mettons en œuvre chez nous, ne viennent pas de nous, n'émanent pas de nous. Et ça va être difficile que nous arrivons à satisfaire aux besoins fondamentaux de nos populations. Quelqu'un le dit que nous sommes dans une pandémie, nous sommes dans une crise. Des gens ont peut-être des impératifs pour se rendre à l'extérieur ou pour rentrer chez eux. Des gens, par exemple, ont des difficultés. Je connais plein de Togolais qui ont dû fuir la France. J'ai un ami qui est rentré il y a 5 jours. Il a fui. Oui, il a fui la France. C'est entre griffes. Oui. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus tenir. Et il a préféré rentrer au pays. Mais à celui-là, vous faites payer encore pour rentrer chez lui. Donc, c'est un peu compliqué. On sait que nous n'avons pas de structures sanitaires et de moyens pour sauver nos populations sur le plan sanitaire. Ça, on en avait parlé la dernière fois dans ce studio. Mais également, que lorsque nous sommes dans des crises, aidons les populations à pouvoir participer facilement aux choses. Donc les tests,
même 25 milliards de l'UEMOA c'est trop, mais il va falloir que les autorités fassent tout au moins pour harmoniser le prix actuel. Honoré, il faut reconnaître que maintenant c'est quand même mieux. Vous savez qu'avant, lorsque vous revenez là, même après le test, l'hôtel là c'est vous qui payez avant. Ouais. Donc, je crois que maintenant ils ont quand même maintenant allégé. On va finir là. Je crois que cet effort, vu que vous avez encouragé, donc je parle de l'État et des dirigeants, les populations se faire vacciner. Si de l'autre côté on a encore ces genre de choses qui vont peser, l'on va se demander mais pourquoi alors finalement on se vaccine. Honoré, tu vas permettre, on souhaite une bonne fête de Ramadan. Et si vous faites quand finalement? C'est jeudi. Ça doit être jeudi et il faut s'attendre à selon les informations de la France, c'est jeudi. On n'a pas en France ici. Non, mais vous savez que quand le Togo était aligné par rapport à la France. Didier l'a dit, on s'aligne toujours et on va s'aligner. De toute façon, moi en tant que musulman, je ne m'attendais pas quand même au mercredi. Je savais que ça ne finirait que par jeudi. Allez-y savoir. Merci beaucoup. Ici Fou Kenano, directeur de la publication de l'Estra, Jacques Zakoti, journaliste, analyste politique, Didier Assoba, directeur du site togobreakingnews.info et Aoklusé, directeur du site Togo Afrique en ligne.com. L'émission a été mise en onde par Bogakou. On va se retrouver le vendredi.